Mon ami Hervé m'a fait remarquer hier qu'il reste 3 numéros de Campagnol avant l'été, avant le trou de juillet-août, qui n'est pas pour l'auteur une pause, qui est comme l'an passé un moment de rédaction. Et Léon a dit un truc inquiétant: je te souhaite de pouvoir reprendre en septembre. Ça voudra dire que ça bouillonne un peu moins que prévu, parce que là, a-t-il dit, c'est parti. Alors là, Gustave lui a demandé: tu prévois quoi au juste? Et Suzanne a dit: oui, moi aussi ça m'intéresse parce que j'ai un contrat de pianiste, un jour par semaine le samedi dans une boîte de la Grande Motte, et avant je vais faire une semaine entière à la plage à Narbonne chez la fille de Maude. Donc, et je ne suis pas la seule, j'aimerais que les affaires du monde nous lâchent un petit peu, parce qu'en ce moment j'ai toutes les raisons d'être heureuse, sauf qu'il y a trop de gens qui ne le sont pas. Pour ma part, sérieusement, j'ai demandé à Léon ce qui pourrait justifier une interruption de ma chronique après l'été. Je ne pouvais pas croire que je puisse être visé quand même nommément par le président de la République dans ses velléités de contrôler la parole et la pensée d'autrui, même parfois l'existence. Il m'a dit: détrompe-toi, il est capable de toutes les constructions mentales, de toutes les bassesses, et il veut maintenir un certain cap dans le mensonge, donc s'il doit poursuivre pénalement un ouvrier charcutier pour avoir crié ouh au moment où il passait sur la promenade des Anglais, ben il le fera. Il n'a plus de limite. Dans la lâcheté, la magistrature non plus n'a plus de limite en France. Mais je faisais en effet allusion, a dit Léon, à des événements de portée plus générale que le simple cri de colère d'un type qu'il reconnaît dans la foule. Lesquels? Et là, le silence s'est épaissi un peu autour de Léon, que nous pressions depuis plusieurs semaines pour qu'il nous dise autre chose que ce qu'il ressent. Donc des trucs clairs, des prévisions définies. À quoi il a répondu: je fonctionne, vous savez, par probabilité ou par non-probabilité. Et là, qu'est-ce qui devient probable ou improbable selon toi? Demandait Gustave. Ben, improbable, pour moi, c'est le plus facile. Il y a en effet des choses que je ne sens pas ou que je sens moins qu'avant. Par exemple, je vous disais qu'avec l'aval des États-Unis, Poutine pourrait faire un exemple en France. Là, je le crois toujours, mais pas aussi directement qu'on pouvait le craindre. Et j'invite le général de Rignac, ici présent, et son aide de camp Frédéric, il a esquissé un salut, à nous raconter leur étape à Milan avec l'avion, car ils y ont rencontré, paraît-il, ce que la presse appelle un haut responsable russe. Mais il n'est plus responsable de rien, a dit Émile de Rignac. Il a 72-73 ans, et figurez-vous que le premier objet de son voyage à Milan était d'essayer l'avion le 930, parce qu'il était sur le point d'en acheter deux pour un oligarque bulgare, et attendez, encore mieux, avec pour intermédiaire commercial le tandem Fred et Vladimir et leur société commerciale. Je vous passe, moi, les détails de tout ça, mais je relève plusieurs choses. Leur partenaire, là, le richissime bulgare qui veut acheter 2 avions pour la flotte de son fils, est hyper religieux orthodoxe. Vladimir m'a dit: ça m'a aidé à comprendre un peu mieux ce que fait Léon dans la finance, car le fils de ce type-là fait la même chose à un niveau très élevé, une chose qu'on appelle fair trading. En gros, il existe des gens désormais qui invoquent, il n'y a pas d'autre mot, le bon Dieu dans leurs affaires, donc les forces du bien, pour une fois, le Saint-Esprit, avant d'investir, alors que traditionnellement, c'était plutôt le secteur du diable. On peut dire donc qu'ils forment désormais une sorte de secte bienveillante, encore silencieuse, qui fait pièce à l'occultisme satanique, dont on voit bien qu'il se répand à travers le monde, au contraire, depuis 2 ou 3 siècles. Vladimir a ses illuminés, qui visiblement renouaient donc avec une sorte de slavitude mystique et qui commençaient à s'intéresser de près à l'orthodoxie. Vladimir nous a dit: Léon est trop modeste. On peut dire que dans le milieu des investisseurs qui comprennent où nous allons, il a dit oui, Léon a eu une réputation de pionnier. Je connais même son pseudo sur Internet. Je ne le dirai pas ici, je sais qu'il a été contacté. Contacté par qui? A demandé l'abonné au Monde. Contacté par les gens qui ont compris eux aussi qu'on n'investit plus sur les œuvres du diable, c'est fini, c'est plus la mode. Pas forcément des philanthropes maladifs, des gens qui parient financièrement sur la bienveillance et l'harmonie à venir. Musk en fait partie, a dit Léon. À certains signes, après la fameuse querelle à laquelle je ne crois pas, a-t-il dit, et qui lui sert uniquement à raffermir son pouvoir sur ses partenaires, on peut dire que Musk parie sur le bien de manière cynique.
Il a jugé, il a dit d'ailleurs récemment que le mal était contre-productif et que fabriquer des foules mécontentes, des foules qui penchent vers la guerre, c'était ruiner l'activité économique et surtout la créativité. Donc il veut le bien des gens, qui est la seule façon de retrouver une productivité intéressante. Et il a compris ce que je vous disais à propos du président français. Il faut, à l'ordre futur, un repoussoir du côté du mal, un bouc émissaire. Là, j'ai dit, mes amis, on va suggérer à ceux qui nous écoutent, là, sous l'œil du malin, justement, de changer d'adresse pour la suite, au moyen des 3 ou 4 liens ci-dessous, comme d'habitude. Et c'est à ce moment-là que Maud a rappelé, la semaine dernière, tu disais qu'on parlait du grand Israël et tout ça. J'ai l'impression qu'on s'en éloigne. Au contraire, et je dis, tu vas voir, et je précise qu'en effet, Léon a été très précis là-dessus. Ça complète exactement ce qu'il a dit sur la fair finance, la finance assise sur la morale et le bien des peuples. Donc à tout de suite.